Je suis Liam, 32 ans. Il y a 10 mois, mes parents ont commis l'acte ultime de trahison en m'abandonnant délibérément le jour de mon mariage, laissant 2 chaises vides parfaitement décorées au tout premier rang, que chaque invité pouvait contempler. Pendant que j'étais à l'hôtel, essayant désespérément de retenir mes larmes d'humiliation absolue en épousant l'amour de ma vie, mes parents étaient à l'autre bout de la ville. Ils riaient bruyamment, buvaient du champagne millésimé coûteux et se concentraient entièrement sur mon jeune frère, Julien. Ils ont littéralement dit à notre famille élargie et à nos amis de longue date qu'ils avaient des affaires familiales bien plus importantes à régler ce week-end-là. Mais il y a une chose énorme qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que leur précieux enfant chéri était sur le point de détruire complètement leur réputation publique parfaite et soigneusement entretenue, et que la réalité juridique et financière brutale de leurs décisions horribles les laisserait bientôt supplier mon pardon. Avant de vous dire exactement comment leur monde parfait s'est effondré autour d'eux, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice absolue. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons au moment exact où l'illusion s'est complètement brisée. La salle de réception des jardins botaniques était parfaitement décorée. Nous avions passé plus d'1 an à planifier chaque détail microscopique. Des lustres en cristal projetaient une lueur dorée et scintillante sur les immenses tables rondes drapées de lourdes nappes en lin blanc immaculé. Les arrangements floraux étaient des cascades massives de roses blanches et de lierre vert, exactement ce dont ma belle épouse Sarah rêvait depuis qu'elle était petite fille. L'orchestre de jazz professionnel jouait une mélodie douce et romantique dans le coin éloigné de la vaste salle, créant une ambiance élégante et sophistiquée pour la soirée. C'était censé être la nuit la plus heureuse, la plus triomphale de toute ma vie. Mais mes yeux dérivaient sans cesse vers la table numéro 1, juste au bord de la piste de danse en bois poli. Là, situé juste à côté des parents incroyablement chaleureux et merveilleux de Sarah, se trouvaient 2 chaises vides en acajou foncé. J'avais personnellement écrit et soigneusement attaché les petits cartons nominatifs en ivoire au dos de celle-ci avec des rubans de soie. Une étiquette magnifiquement écrite disait père du marié. L'autre étiquette magnifiquement écrite disait mère du marié. Ces 2 petits morceaux de papier se sont moqués de moi sans relâche toute la nuit, criant mon rejet ultime à une salle de 150 personnes. Je suis infirmier aux urgences. Je traite quotidiennement des traumatismes physiques graves, des accidents de voiture massifs impliquant plusieurs véhicules et des situations médicales de vie ou de mort. J'ai tenu les mains tremblantes de personnes terrifiées rendant leur dernier souffle dans ce monde. Je pensais savoir exactement ce qu'était une véritable douleur. Je pensais vraiment avoir développé une immunité permanente et impénétrable à la souffrance humaine. Mais en fixant ces chaises vides, en réalisant avec une certitude absolue que ma propre mère et mon propre père avaient activement choisi d'ignorer complètement mon mariage, c'était une agonie physique à laquelle je n'étais absolument pas préparé. C'était exactement comme si un parpaing lourd et déchiqueté était posé sur ma poitrine, écrasant lentement mes poumons et rendant impossible de prendre une respiration complète. Sarah, sentant mon effondrement intérieur, a tendu la main et a attrapé la mienne sous la lourde nappe. Elle a serré mes doigts si fort que ses jointures sont devenues complètement blanches. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle n'avait pas besoin de parler. Ses yeux magnifiques et empathiques me disaient absolument tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle voyait mon profond chagrin et était entièrement disposée à emporter le poids énorme avec moi pour le reste de nos vies. Nous avons traversé la longue nuit d'une manière ou d'une autre. J'ai expertement simulé un sourire éclatant et joyeux pour le photographe coûteux que nous avions engagé. J'ai serré des dizaines de mains, étreint des parents éloignés et remercié chaleureusement nos invités d'avoir dépensé leur argent durement gagné pour venir de loin. J'ai dansé avec ma belle épouse sous les lumières tamisées et romantiques, lui murmurant à l'oreille que je l'aimais plus que la vie elle-même. Mais quand nous avons finalement quitté le lieu, pris l'ascenseur silencieux jusqu'à notre étage et sommes entrés dans notre suite d'hôtel coûteuse, l'épuisement physique et la dévastation émotionnelle profonde m'ont frappé comme un train lancé à pleine vitesse. Je n'ai même pas allumé les lumières principales. Je me suis assis lourdement sur le bord du grand lit king size, j'ai lentement dénoué ma cravate en soie coûteuse et j'ai juste fixé le motif floral et du papier peint. Mon téléphone a soudainement vibré bruyamment sur la table de chevet en bois, l'écran illuminant la pièce sombre. Pendant une fraction de seconde, une partie pathétique et désespérément enfantine de moi a espéré que c'était eux. J'ai prié pour que ce soit un texto frénétique de mon père disant qu'il y avait eu une terrible urgence médicale, un énorme pneu crevé sur l'autoroute ou un malentendu catastrophique. Quelque chose, n'importe quoi, pour expliquer logiquement pourquoi ils avaient abandonné leur fils aîné le jour le plus important de sa vie. Je me suis penché et j'ai pris le téléphone lourd. C'était un message de ma mère.
Il est arrivé à 1h du matin exactement. Il ne disait pas « Félicitations pour votre beau mariage ». Il ne demandait pas comment s'était déroulée la cérémonie ou si Sarah était belle dans sa robe coûteuse. Il n'offrait pas un seul mot d'excuse ou d'explication. Il disait exactement ceci. N'oublie pas que l'anniversaire de Julien est le week-end prochain. Nous organisons un dîner privé avec traiteur au country club principal. Assure-toi d'apporter un très beau cadeau. Il vient d'obtenir une énorme promotion d'entreprise et nous voulons que ce soit incroyablement spécial pour lui. J'ai fixé l'écran numérique lumineux jusqu'à ce que les mots noirs et durs se brouillent complètement en une forme dénuée de sens. Le jour de mon propre mariage venait de se terminer il y a moins d'1 heure. Ma veste de costume coûteuse était encore négligemment drapée sur le dossier d'une chaise, et ma mère exigeait déjà agressivement que je dépense mon argent pour célébrer l'anniversaire à venir de mon jeune frère. Je n'ai pas jeté le téléphone contre le mur. Je n'ai pas crié dans la pièce silencieuse. J'ai juste posé doucement l'appareil face contre table, je suis entré lentement dans la salle de bain froide de l'hôtel et j'ai aspergé mon visage pâle d'eau glacée du robinet. En regardant attentivement mon reflet épuisé dans le miroir lumineux de la coiffeuse, je me suis fait une promesse silencieuse et à toute épreuve. J'en avais entièrement fini. Les 32 longues et misérables années à mendier pratiquement leur approbation parentale de base. À essayer si désespérément d'être le fils obéissant parfait, en espérant qu'il me regarderait avec une once de l'immense fierté qu'il réservait constamment à Julien. Tout était définitivement terminé. Ce message de minuit incroyablement égoïste était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je pensais que le pire de ma vie était enfin derrière moi, mais je me trompais tellement sur ce qui allait suivre. Pour vraiment comprendre la folie débridée de ma dynamique familiale toxique, vous devez comprendre complètement Julien. Julien a 29 ans, il est directeur marketing très bien payé pour une énorme entreprise technologique et le roi absolu et incontesté de notre univers familial. Depuis le jour même où il a été ramené de l'hôpital, mes parents l'ont traité comme une royauté pure et intouchable. Si j'obtenais un B à un test de calcul avancé au lycée, j'étais privé de sortie pendant un mois entier, traité de paresseux et on me disait que je finirais par travailler à un salaire minimum pour le reste de ma vie. Si Julien obtenait une note complètement insuffisante en histoire de base, le professeur était clairement incompétent, le programme était défectueux et mes parents se rendaient immédiatement à l'école pour menacer d'une action en justice massive contre tout le district scolaire local. Il versait constamment des milliers de dollars dans son énorme fonds d'études universitaires tout en me disant explicitement que je devais trouver ma propre aide financière complexe parce que forger son caractère était important pour moi, mais apparemment pas pour lui. Je me souviens vivement et douloureusement du jour exact où j'ai obtenu mon diplôme de mon programme rigoureux d'école d'infirmier. J'étais le major officiel de toute ma promotion. J'ai passé 4 années absolument épuisantes à travailler des doubles gardes de nuit en tant que modeste aide-soignant, à nettoyer des fluides corporels, à organiser des placards de fournitures à 3 heures du matin et à dormir dans ma voiture bon marché juste pour payer mes lourds frais de scolarité afin de ne pas avoir à contracter des prêts étudiants massifs et paralysants. J'étais si incroyablement fier de ce diplôme d'infirmier durement gagné. J'ai conduit ma berline déglinguée jusqu'à la grande maison impeccable de mes parents dans la banlieue riche pour ce que je pensais bêtement être un dîner de remise de diplôme spécial dédié uniquement à mon travail acharné. Quand je suis arrivé dans la grande allée en béton, il y avait 20 voitures de luxe coûteuses garées le long de toute la rue. J'ai franchi le portail latéral pour entrer dans le vaste jardin parfaitement aménagé, portant mon seul costume de remise de diplôme décent et légèrement mal ajusté, m'attendant pleinement à voir une bannière lumineuse et colorée avec mon nom écrit dessus. Au lieu de cela, j'ai trouvé toute ma famille élargie tenant des flûtes de champagne en cristal coûteuses, acclamant bruyamment autour de l'immense patio en pierre. Mon père se tenait fièrement sur la terrasse en bois surélevé, son bras enroulé fermement autour des épaules de Julien. Il a annoncé fièrement à la foule immense et enthousiaste que Julien venait d'être promu à un poste de cadre subalterne dans son énorme entreprise et avait utilisé son nouveau salaire massif pour acheter sa toute première Porsche neuve. Je suis resté là, près du portail en bois du jardin, complètement figé, tenant fermement mon diplôme d'infirmier dans un classeur en faux cuir bon marché. Ma mère est passée juste à côté de moi en portant un lourd plateau d'argent d'amuse-gueule coûteux d'un traiteur local. Elle a à peine regardé mon visage. Elle m'a juste tapoté l'épaule d'un air dédaigneux sans me regarder dans les yeux et m'a dit de prendre un soda light bon marché dans la glacière rouge en plastique posée dans la terre près du garage. Plus tard dans cette même soirée angoissante, mon père m'a acculé agressivement dans la cuisine exiguë pendant que tout le monde était dehors en train d'admirer la nouvelle voiture. Il a regardé d'un œil critique mon diplôme posé sur le comptoir en granit, a ricané bruyamment et a secoué la tête avec un dégoût absolu et non dissimulé.
Il m'a dit directement en face qu'infirmier était un travail strictement féminin et indigne des standards de notre famille. Il m'a demandé, avec un visage parfaitement impassible, quand j'allais enfin grandir et obtenir une vraie carrière, quelque chose avec un salaire d'entreprise massif, des options d'achat d'actions lucratives et un solide plan de retraite 401K. Il a dit que j'avais désespérément besoin d'un vrai travail qui pourrait réellement construire un solide portefeuille immobilier et générer un héritage massif pour mes futurs enfants, exactement comme Julien le faisait actuellement. Il a dit que mes choix de vie étaient une honte absolue pour notre prestigieux nom de famille. J'ai avalé la boule épaisse et douloureuse de pur rejet dans ma gorge, j'ai pris mon diplôme durement gagné sur le comptoir et j'ai quitté tranquillement la maison bruyante par la porte latérale. Personne n'a remarqué mon départ. Tout dans mon monde sombre et misérable a complètement changé lorsque j'ai finalement rencontré Sarah. Sarah est une physiothérapeute pédiatrique diplômée. Elle est brillante, farouchement loyale, complètement indépendante et absolument immunisée contre toutes sortes de bêtises familiales manipulatrices. Quand elle m'a finalement ramené à la maison pour rencontrer ses parents pour la toute première fois lors d'un grand dîner de Thanksgiving, j'étais absolument terrifié. Je m'attendais à être interrogé sans pitié sur mes finances. Je m'attendais pleinement à ce qu'ils jugent mon modeste salaire d'hôpital et remettent agressivement en question mon choix de carrière non conventionnel. Son père, Arthur, est un chirurgien cardiovasculaire à la retraite, très respecté, qui a passé 30 ans à sauver des vies dans le centre de traumatologie le plus fréquenté de l'État. Quand je me suis assis nerveusement à sa table à manger et que je lui ai dit que j'étais infirmier aux urgences, il n'a pas ricané ni levé les yeux au ciel. Il a posé sa lourde fourchette en argent sur la table, m'a regardé droit dans les yeux avec un respect total et m'a dit que les infirmiers étaient l'épine dorsale absolue et indéniable de tout le système médical. Il a dit à toute la table silencieuse qu'il faisait bien plus confiance à ces infirmiers expérimentés qu'à la moitié des médecins arrogants et surpayés avec lesquels il travaillait quotidiennement. Sa mère, Martha, n'arrêtait pas d'empiler chaleureusement de délicieux plats faits maison dans mon assiette et de me poser des questions sincères sur mes passe-temps personnels, mes rêves d'avenir et mes livres préférés. Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti vraiment visible et profondément apprécié en tant qu'être humain. J'ai réalisé, assis à cette table à manger chaleureuse et bien éclairée, que c'était à cela que ressemblait une famille normale et aimante. Ils ne se souciaient pas des vêtements de marque, des abonnements coûteux à des country clubs ou des voitures de luxe. Ils se souciaient entièrement du caractère humain et de la gentillesse. Quand Sarah et moi nous sommes finalement fiancés officiellement, mes parents ont à peine reconnu cette étape majeure de ma vie. Nous avons organisé une petite fête de fiançailles intime et magnifiquement préparée par un traiteur dans un très bon restaurant local du centre-ville. Ils sont arrivés avec 1 heure de retard, portant des vêtements beaucoup trop décontractés pour le lieu, se sont plaints bruyamment au personnel de la qualité des amuse-gueules et ont passé toute la soirée blottis dans un coin sombre et éloigné. À discuter bruyamment des récentes vacances de luxe de Julien en Europe, ignorant complètement la merveilleuse famille de Sarah, qui était venue de l'extérieur de l'État. Mais le vrai cauchemar éveillé terrifiant a commencé lorsque nous avons commencé à planifier la cérémonie de mariage elle-même. Sarah et moi avons fièrement tout payé nous-mêmes. Nous avons puisé dans nos économies durement gagnées. Nous n'avons pas demandé un seul centime de l'argent de mes riches parents. Tout ce que nous leur avons demandé, c'était de simplement se présenter, de sourire pour les photos professionnelles et de faire partie de la célébration de manière solidaire. Nous avons soigneusement envoyé par la poste les invitations formelles sur papier gaufré 3 mois complets à l'avance. La date limite officielle de RSVP est lentement arrivée et finalement passée sans un seul mot. Aucune réponse du tout. J'ai appelé ma mère un mardi après-midi au hasard. Elle m'a dit d'un air dédaigneux qu'elle était bien trop occupée à organiser un gala de charité local de haut niveau et à gérer des réunions fastidieuses de l'association des propriétaires pour prendre la peine de vérifier son courrier. J'ai envoyé un texto à mon père 1 semaine plus tard pour lui demander un simple oui ou non. Il l'a laissé en lu pendant 3 jours entiers avant de finalement répondre par un unique et insultant emoji pouce levé. Pendant cette période incroyablement stressante et déchirante, mon cousin plus âgé, Marc, a agi comme une merveilleuse épaule sur laquelle pleurer. Marc m'emmenait constamment boire des bières bon marché au pub local, s'asseyait en face de moi aux tables en bois collantes, m'écoutait me plaindre pendant des heures de l'incroyable froideur de mes parents et me disait simplement d'être le plus intelligent. Il n'arrêtait pas de répéter que la famille, c'est la famille, que les liens du sang sont plus forts que tout, et que je devais simplement endurer le manque de respect flagrant pour maintenir la paix générale. Je lui ai bêtement confié mes insécurités les plus profondes et les plus douloureuses. Je n'avais absolument aucune idée que Marc se rendait directement chez mes parents en voiture juste après nos verres. Il répétait chaque mot vulnérable et privé que je disais,
déformant malicieusement tout le récit pour me faire passer pour un frère aîné hystérique, profondément jaloux et complètement déséquilibré. Ils voulaient désespérément s'assurer une place permanente dans leur bonne grâce financière, espérant probablement qu'ils finiraient par l'aider à payer ses dettes de cartes de crédit massives et croissantes. Ils leur fournissaient activement des informations privées et ils les utilisaient avidement pour justifier pleinement leur comportement cruel et méprisant à l'égard de mon mariage. La trahison absolue se tramait tranquillement en arrière-plan, attendant de me détruire complètement. 2 semaines complètes après notre retour de notre lune de miel paisible et tranquille dans les montagnes, j'ai finalement réussi à avoir mes parents au téléphone pour exiger une véritable explication. Je leur ai demandé sans détour pourquoi ils avaient délibérément manqué mon mariage pour rester à la maison. Ma mère n'a pas hésité une seule microseconde. Elle s'est lancée dans une performance très répétée, incroyablement dramatique et larmoyante. Elle a affirmé haut et fort qu'ils n'avaient jamais reçu l'invitation formelle. Elle a dit qu'ils avaient attendu tristement près de la boîte aux lettres pendant des semaines, profondément blessés et pleurant chaque nuit que leur cruel fils aîné les exclut malicieusement de son jour spécial. Elle a même dit que j'étais un enfant cruel, vindicatif et haineux pour les avoir coupés de ma vie sans aucun avertissement. Je lui ai dit clairement, en gardant ma voix dangereusement calme, que j'avais une confirmation de livraison imprimée officielle de la Poste fédérale pour les invitations physiques. Je lui ai dit que j'avais des accusés de lecture horodatée numérique pour les invitations électroniques que j'avais envoyées en guise de sauvegarde. Je lui ai dit que je savais exactement ce qu'elle faisait et qu'elle mentait effrontément pour éviter de prendre ses responsabilités. Mon père lui a arraché agressivement le téléphone des mains. Il a élevé sa voix forte et retentissante, adoptant instantanément ce ton terrifiant et autoritaire qu'il utilisait pour m'effrayer et me soumettre quand j'étais un petit enfant sans défense. Il m'a dit que j'étais complètement délirant et mentalement instable. Il m'a dit que j'inventais des histoires folles et fabriquées pour couvrir ma propre culpabilité profonde et mon immense insécurité pathétique concernant mon faible salaire. Il a dit qu'ils avaient passé tout le week-end de mon mariage à pleurer la perte émotionnelle tragique de leur fils terrible. C'était du gaslighting psychologique agressif de manuel. Ils essayaient activement de réécrire complètement la stricte réalité et de faire de moi le méchant fou et instable de ma propre vie. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié en retour dans le combiné. J'ai juste appuyé tranquillement sur le bouton de fin d'appel et j'ai raccroché. J'ai réalisé à ce moment sombre et éclairant, qu'on ne peut absolument pas négocier avec des gens toxiques et profondément malades qui sont farouchement déterminés à vous mal comprendre entièrement. 10 courts mois plus tard, la bombe explosive a éclaté sur toute la famille. Julien s'est officiellement fiancé à une femme riche nommée Mia. Mia venait d'une famille d'argent très ancien et protégée, conduisait une Range Rover blanche flambant neuve qu'elle n'avait pas payée et traitait ouvertement les vendeurs, les infirmiers et les serveurs comme de la pure saleté. Elle était le partenaire parfait, profondément superficiel, pour mon frère arrogant. Moins de 24 heures après leur grande annonce de fiançailles, mes parents sont passés en mode production de millionnaires frénétiques. Ils ont rapidement envoyé des annonces de fiançailles personnalisées, massives et sur papier glacé, avec des photographies professionnelles, à toute la famille élargie. Ma mère se vantait sans cesse sur toutes les plateformes de médias sociaux qu'il contribuait fièrement à hauteur de $100 000 en espèces au budget de mariage massif de Julien. Elle a posté des dizaines de photos odieuses d'eux visitant en privé des country clubs exclusifs réservés aux membres, dégustant des menus élaborés et coûteux de chefs étoilés Michelin célèbres, et achetant des costumes de créateurs importés et sur mesure en ville. C'était un spectacle massif, tape à accent grave-l'œil et complètement écœurant de richesse extrême et de favoritisme flagrant. Nos parents éloignés ont commencé à appeler mon téléphone constamment. Des tantes, des oncles et des cousins qui avaient assisté à mon mariage modeste et magnifique étaient extrêmement confus et complètement dégoûtés par cette démonstration. Ils m'ont demandé directement pourquoi mes parents organisaient volontiers un mariage royal à 6 chiffres pour Julien alors qu'ils n'avaient même pas pris la peine de traverser la ville pour se présenter à un jardin botanique local pour me voir me marier. Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, j'ai arrêté de couvrir mes terribles parents. J'ai arrêté de trouver des excuses et de dire qu'ils avaient eu un conflit d'horaire soudain. J'ai complètement cessé de protéger leur image publique impeccable et soigneusement élaborée. J'ai dit la vérité absolue, sans phare et brutale. J'ai dit à mes tantes et oncles choqués exactement ce qui s'était passé ce week-end-là. Je leur ai parlé des RSVP délibérément ignorés, des chaises vides embarrassantes à l'avant de l'allée, du message de minuit incroyablement égoïste sur la fête d'anniversaire de Julien et de l'appel téléphonique psychotique et plein de gaslighting où ils m'ont traité de délirant et de malade mental. Je n'ai pas crié au téléphone. Je n'ai pas pleuré devant mes proches.
J'ai juste exposé les faits froids, durs et vérifiables, ne laissant absolument aucune place à l'interprétation ou au doute. La réaction a été incroyablement rapide et absolument immédiate. Notre famille élargie est assez grande, et la grande majorité d'entre eux sont des gens de la classe moyenne, travailleurs et honnêtes, qui accordent beaucoup plus de valeur à la loyauté familiale profonde qu'à l'argent hérité. Tape à accent grave l'œil. Le vent a commencé à tourner rapidement et complètement contre mes parents. Les proches ont commencé à décliner formellement les invitations à la fête de fiançailles extravagante de Julien en masse. Le réseau de chuchotements silencieux et sous-jacents de notre famille a soudainement explosé en un rugissement assourdissant de jugement. Les gens ont finalement réalisé avec une clarté absolue que l'image parfaite et sans défaut que mes parents projetaient agressivement était en fait entièrement construite sur une fondation sombre et pourrie d'abus émotionnels, de favoritisme flagrant et de manipulation cruelle. Mais mes parents arrogants n'allaient pas se laisser faire sans un combat massif et incroyablement sale. Lorsque les cartons d'invitation épais et coûteux pour la fête de fiançailles somptueuse et extravagante de Julien ont commencé à revenir rapidement par la poste, estampillés de réponses négatives fermes et indéniables, mes parents ont complètement paniqué. Ils ont vite réalisé que leur précieux statut social, si jalousement gardé au sein de toute la structure familiale, s'effritait rapidement en poussière. Ils avaient désespérément besoin de contrôler complètement le récit, et ils devaient le faire incroyablement vite avant que les dommages massifs à leur réputation ne deviennent totalement permanents et irréversibles. Ma mère, agissant par pur désespoir, a décidé de doubler la mise avec arrogance sur son mensonge énorme et incroyable de n'avoir jamais reçu mon invitation de mariage. Elle a tapé et transféré un long email incroyablement faux à toute la liste de diffusion massive de la famille. L'email était censé être écrit et envoyé par moi, daté exactement d'un an jour pour jour. Dans cet email totalement fabriqué, je déclarais supposément d'un ton très froid que Sarah et moi organisions une cérémonie de mariage microscopique et très privée et que les parents n'étaient explicitement et intentionnellement pas invités en aucune circonstance. Elle a ajouté un long message incroyablement dramatique et larmoyant en haut du fil de discussion transféré, expliquant comment son tendre cœur de mère était profondément et irréparablement brisé par ma cruauté. Mais elle respectait courageusement mes souhaits sévères parce qu'elle m'aimait si incroyablement fort. C'était une manœuvre très audacieuse et agressivement manipulatrice. Mais ma mère est absolument nulle avec la technologie moderne. Elle a entièrement forgé l'email complexe à partir de rien sur son ordinateur portable. Et dans sa hâte frénétique, elle a commis une erreur massive, flagrante et complètement fatale qui allait la ruiner entièrement et exposer ses mensonges de manière permanente. Ma jeune cousine Chloé est une analyste senior en cybersécurité pour une grande entreprise technologique mondiale. Gérer les empreintes numériques, c'est littéralement toute sa carrière. Moins de 10 minutes après avoir reçu cet email ridicule et mal falsifié, Chloé a cliqué sur « Répondre à tous ». Elle a cliniquement et systématiquement souligné que l'horodatage numérique caché sur l'email supposément vieux d'un an ne correspondait pas aux données de routage du serveur caché et intégré dans le code. Elle a expertement souligné que le formatage spécifique de la police et la structure HTML interne étaient entièrement incohérents avec mon client de messagerie spécifique connu. Mais la meilleure partie, la plus complètement dévastatrice de sa brillante réponse, ma mère avait stupidement oublié de changer le fuseau horaire interne sur son ordinateur portable coûteux. L'email falsifié était censé être envoyé par moi depuis ma maison en Ohio, mais l'horodatage interne caché était officiellement estampillé en heure normale du Pacifique. C'était exactement le fuseau horaire où ma mère avait été en vacances dans un complexe de luxe la semaine dernière, lorsqu'elle s'est clairement assise dans sa chambre d'hôtel et a malicieusement fabriqué le faux document. La réponse détaillée et très technique de Chloé était impitoyable, très clinique et complètement indéniablement factuelle. La conversation de groupe massif de la famille est devenue complètement et terrifiante silencieuse pendant des heures. Il n'y avait absolument aucune défense. Ma mère avait été prise complètement la main dans le sac en train de commettre une falsification numérique littérale juste pour faire passer son propre fils pour un monstre devant toute la famille. Julien, réalisant très rapidement que ses grands projets de mariage à $100 000 et son statut social crucial étaient fortement éclipsés et ruinés par ce scandale public massif et extrêmement embarrassant, a décidé de prendre les choses en main. Il savait avec une certitude absolue qu'il ne pouvait plus m'intimider ou me harceler directement. Il a donc essayé de manipuler discrètement et malicieusement Sarah dans mon dos. Il a facilement trouvé son profil professionnel vérifié sur LinkedIn et lui a envoyé un message direct incroyablement long, très condescendant et désespérément manipulateur. Il a dit à Sarah, en utilisant son meilleur jargon d'entreprise, que les dynamiques familiales complexes étaient très difficiles à naviguer correctement et que ma sensibilité émotionnelle intense et irrationnelle m'aveuglait complètement sur la réalité du monde de l'entreprise.
Puis il a essayé d'utiliser agressivement son poids professionnel et son titre de poste tape à accent grave l'œil. Il a dit à Sarah que son réseau d'élite exclusive dans le secteur de l'administration de la santé régionale était vaste, puissant et très influent. Il a lourdement et illégalement laissé entendre que si elle pouvait d'une manière ou d'une autre me convaincre de présenter des excuses publiques formelles à mes parents et d'accepter d'assister à son mariage pour maintenir les apparences parfaites pour ses beaux-parents riches, il pourrait personnellement s'assurer qu'elle obtienne une promotion qui lancerait sa carrière. Il a promis un nouveau titre brillant et une augmentation de salaire massive qui changerait sa vie dans sa clinique pédiatrique en tirant quelques ficelles. Il pensait vraiment pouvoir facilement acheter la loyauté absolue et le silence de ma femme avec un pot de vin d'entreprise vide et sordide. Sarah a lu le message incroyablement long et pathétique pendant que nous dînions paisiblement à notre table de cuisine. Elle a lu les mots, m'a regardé et a ri si incroyablement fort qu'elle a renversé son vin rouge sur le comptoir en granit. Elle n'a même pas pris la peine de me consulter ou de me demander mon avis avant de taper agressivement sa réponse. Elle a juste tapé intensément une réponse sur le clavier de son téléphone, ses yeux brillants de pur feu, et a appuyé sur envoyer immédiatement sans une seconde de réflexion. Elle a écrit exactement ceci. Julien, je suis une thérapeute pédiatrique diplômée et hautement qualifiée, pas une stagiaire en marketing débutante et désespérée. Ma carrière professionnelle est entièrement bâtie sur des années d'expertise médicale intense et épuisante et de soins authentiques aux patients, pas sur des relations de country club bon marché et sordides et du népotisme. Votre offre très contraire à l'éthique de manipuler ma carrière professionnelle est profondément insultante, mais votre supposition arrogante et totalement pathétique que mon mari a un prix bon marché est sincèrement la chose la plus triste que j'ai jamais lue. N'essayez plus jamais de me contacter ou de contacter mon mari. Profite bien de la Porsche. Tu en auras besoin pour fuir ce désastre. Julien a bloqué son compte professionnel immédiatement. Il était complètement dépassé et il le savait enfin. Toute sa vie choyée et protégée, il avait strictement compté sur mes riches parents pour lui paver un chemin facile, réparer ses erreurs massives et jeter des quantités énormes d'argent sur ses problèmes jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Maintenant, il faisait face à deux adultes forts et indépendants qui ne voulaient pas un seul centime de son argent sale, ne respectaient pas son titre d'entreprise creux et inventé, et refusaient absolument et entièrement de jouer à ces petits jeux tordus et manipulateurs. La tempête couvait maintenant, sombre et lourde. Les lignes de bataille étaient officiellement et définitivement tracées dans le sable. Mes parents étaient acculés dans un coin de leur propre fabrication. Leur réputation impeccable et parfaite brûlait activement sous les yeux de tous ceux qu'ils connaissaient. Et Julien perdait rapidement son public captif et adorateur. Mais je n'avais absolument aucune idée que la véritable explosion massive qui changerait ma vie attendait encore patiemment, et elle viendrait de l'endroit le plus inattendu possible. L'effondrement total de l'empire soigneusement construit de mes parents n'a pas commencé par une dispute cinématographique au milieu d'une rue bondée. Il a commencé dans l'intimité tranquille de ma propre maison avec un simple appel téléphonique un jeudi soir pluvieux. Sarah et moi étions confortablement assis dans notre salon, la télévision diffusant un segment de nouvelles locales sans intérêt en arrière-plan. La pluie tapotait doucement contre les vitres, créant un rythme paisible. Puis mon téléphone portable a commencé à vibrer agressivement sur la table basse en bois. L'écran lumineux a illuminé la pièce sombre et l'identifiant de l'appelant affichait le nom de mon père en lettres noires et grasses. Pendant une brève seconde terrifiante, la vieille anxiété d'enfance profondément conditionnée a instantanément éclaté au centre de ma poitrine. Mon rythme cardiaque a bondi. C'était l'homme dont les pas lourds dans le couloir me figeaient de terreur absolue quand j'avais 10 ans. Mais ensuite, j'ai regardé Sarah. J'ai regardé ma femme brillante et farouchement loyale. Et je me suis soudain souvenu du message dégoûtant et manipulateur que mon frère Julien lui avait envoyé sur LinkedIn. Je me suis souvenu que mes parents nous avaient complètement abandonnés le jour de notre mariage. À ce moment précis, la peur persistante de l'enfance s'est entièrement évaporée. Elle a été remplacée par un sentiment de clarté absolue, glaciale et indéniable. J'ai tendu la main, pris le téléphone et appuyé fermement sur le bouton vert du haut-parleur pour que Sarah puisse entendre chaque mot de la conversation. Allô, papa, ai-je dit, ma voix complètement plate, stable et entièrement dépourvue de toute émotion lisible. Il n'a même pas pris la peine de dire bonjour. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il s'est lancé directement dans une crise de hurlements vicieux à plein volume et déséquilibré qui a fait vibrer le petit haut-parleur de mon téléphone. Il m'a dit agressivement que j'essayais activement de détruire complètement toute la famille de l'intérieur. Il a crié jusqu'à ce que sa voix se brise que mes mensonges vicieux et calculés ruinaient à eux seuls les beaux et coûteux plans de mariage de Julien.
Il a hurlé que nos parents éloignés annulaient soudainement leur RSVP formel par dizaines et que j'étais un perdant jaloux. Pathétique et misérable qui ne pouvait tout simplement pas supporter le fait indéniable que mon jeune frère avait un salaire d'entreprise massif et était bien plus réussi que je ne le serais jamais. Il a dit qu'à cause de ma campagne de manipulation psychotique et implacable, ma mère pleurait soi-disant chaque jour dans sa chambre, et leurs riches amis au country club commençaient à leur poser des questions extrêmement indiscrètes et embarrassantes sur leur vie privée. Puis est venu le sommet absolu de son immense délire. Il a eu l'audace pure et sans vergogne d'exiger que je m'assoie, que je prenne mon téléphone, que j'appelle chaque membre de la famille élargie sur la liste de contacts, que je présente des excuses formelles et rampantes pour blanchir son nom. Et que je dise à tout le monde que ma mère n'avait jamais reçu mon invitation de mariage. Il voulait que je mente pour protéger les personnes même qui avaient passé toute ma vie à me briser. Je l'ai laissé crier pendant 3 minutes complètes sans l'interrompre. Je suis resté assis là, à écouter sa respiration lourde et laborieuse, sa rage incontrôlable et son désespoir pathétique absolu. Il perdait le contrôle total du récit, et cela déchirait son ego massif. Et puis, pour la toute première fois en 32 ans de ma vie, je ne me suis pas excusé. Je n'ai pas instinctivement reculé pour éviter sa colère. Je n'ai pas essayé désespérément de maintenir la paix. J'ai déchaîné 3 décennies de réalité réprimée et angoissante directement dans le combiné avec une précision chirurgicale. Laisse-moi te dire exactement ce qui va se passer ce soir, papa, ai-je dit, le coupant si brusquement et froidement qu'il a littéralement suffoqué à l'autre bout de la ligne. Je n'appelle personne. Je ne lèverai pas le petit doigt pour réparer ce gâchis massif et embarrassant que maman et toi avez créé. Vous avez fait un choix il y a 10 mois. Vous avez choisi de manquer le mariage de votre fils aîné. Vous avez traité le jour de mon mariage comme des funérailles gênantes auxquelles vous ne pouviez pas prendre la peine d'assister. Vous avez regardé le fils qui a travaillé des gardes de nuit brutales à l'hôpital local, qui a économisé chaque centime de son propre modeste salaire pour payer son diplôme d'infirmier afin que vous n'ayez pas à dépenser un sou. Et vous avez décidé que j'étais complètement sans valeur. Vous avez passé toute votre vie d'adulte à verser des centaines de milliers de dollars dans le fonds d'études massif de Julien tout en me disant explicitement de me débrouiller pour ma propre aide financière. Vous avez organisé une grande fête pour célébrer sa nouvelle Porsche rutilante tout en vous moquant ouvertement de mon diplôme de major dans la cuisine. Et maintenant, parce que les gens voient enfin qui vous êtes derrière les portes closes, vous voulez que je mente pour vous? Vous voulez que je sois le bouclier humain pratique pour votre dégoûtant favoritisme toxique? Absolument pas. Comment oses-tu parler à ton père comme ça? A soudainement crié ma mère en arrière-plan. Elle devait écouter silencieusement sur une autre extension depuis le début, attendant son moment pour frapper. Nous t'avons absolument tout donné. Nous t'avons mis un toit solide sur la tête. Nous t'avons nourri. Tu es un enfant profondément ingrat, haineux et méchant. Tu m'as donné une maison, maman, mais tu ne m'as jamais donné un vrai foyer. Ai-je répondu, ma voix dangereusement stable, complètement insensible à ses cris stridents. Vous avez passé toute votre vie à protéger agressivement Julien des conséquences naturelles de ses propres actions terribles. Vous avez utilisé vos relations pour lui acheter une promotion massive dans une entreprise. Vous avez jeté de l'argent sur des avocats pour le sortir d'affaires quand il a détruit sa première voiture. Et maintenant, vous essayez désespérément d'acheter son mariage parfait et sans faille. Mais vous ne pouvez pas acheter le respect sincère de notre famille. Il vous voit enfin. Il voit enfin que l'image de famille riche et parfaite à laquelle vous tenez si désespérément n'est rien d'autre qu'un mensonge bon marché, creux et fabriqué. N'appelle plus jamais ce numéro. Si vous ou Julien tentez de me contacter ou de contacter ma femme à nouveau, je consulterai immédiatement un avocat, je déposerai une ordonnance restrictive et je vous poursuivrai en justice pour harcèlement si vite que vous en aurez la tête qui tourne. Passez un bon moment au mariage. J'ai fermement appuyé sur le bouton rouge de fin d'appel. Le silence soudain dans mon salon était incroyablement assourdissant. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la poussée d'adrénaline massive d'avoir enfin tenu tête. Le poids physique lourd et suffocant que j'avais porté au centre de ma poitrine depuis ma plus tendre enfance avait complètement, entièrement disparu. J'avais enfin tenu tête à mes agresseurs de toujours. J'avais enfin tracé une ligne permanente et infranchissable dans le sable. Sarah s'est levée, s'est approchée du canapé, a enroulé ses bras fermement autour de mon cou et a embrassé le sommet de ma tête. Nous pensions honnêtement que c'était la fin absolue du drame familial. Nous pensions naïvement qu'ils allaient juste disparaître tranquillement en arrière-plan et nous laisser vivre notre vie en paix.
Mais l'ego massif et fragile de ma mère ne pouvait tout simplement pas supporter d'être publiquement exposée comme une menteuse manipulatrice. Elle avait désespérément besoin de gagner. Elle avait besoin de prouver à toute la famille élargie que j'étais le méchant de cette histoire. Et ce besoin désespéré et aveuglant d'avoir absolument raison la menait tout droit dans le piège le plus dévastateur et publiquement humiliant imaginable. 2 semaines après cet appel téléphonique, c'était le barbecue annuel de la réunion de famille d'été dans la propriété tentaculaire et incroyablement chère de mon oncle Robert. L'oncle Robert est le patriarche riche et incontesté de notre famille élargie. Il détient littéralement les clés de la fiducie immobilière familiale massive, un portefeuille valant des millions, et il contrôle strictement un héritage financier très important sur lequel mes parents comptaient entièrement pour leur plan de retraite somptueux. Sarah et moi avons poliment décliné l'invitation formelle au barbecue car nous savions que mes parents seraient là, et nous refusions absolument de participer à leur cirque toxique et épuisant. Selon ma jeune cousine Chloé, l'atmosphère au magnifique barbecue en plein air était incroyablement lourde et tendue. Les gens chuchotaient tranquillement en petits groupes. Les parents évitaient activement mes parents, leur faisant des hochements de tête maladroits et s'éloignant rapidement. Ma mère, complètement incapable de lire l'ambiance ou de comprendre le concept d'une retraite gracieuse, a décidé qu'elle devait prendre agressivement le contrôle du récit familial. Elle s'est levée près de l'immense grille extérieure en acier inoxydable, tenant un grand verre de vin blanc coûteux, et a commencé à se plaindre bruyamment de moi à ma tante Clara, qui est une commère de famille connue. Elle a commencé à jouer agressivement la victime blessée ultime pour quiconque voulait bien l'écouter. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi Liam nous fait cette chose terrible. Se lamenta bruyamment ma mère, élevant intentionnellement la voix pour s'assurer qu'elle portait sur tout le patio bondé. Il sait parfaitement que nous n'avons jamais reçu cette invitation de mariage. Il l'a délibérément envoyée à la mauvaise adresse juste pour pouvoir jouer la victime et humilier publiquement Julian. Liam a toujours été si intensément jaloux du salaire massif de Julian et de son incroyable succès en entreprise. Ça me brise le cœur en 1 million de morceaux qu'il déchire cette merveilleuse famille pour une simple erreur postale. Elle pensait sincèrement avoir un public captif et sympathique. Elle pensait vraiment pouvoir manipuler le récit une dernière fois. Mais elle a complètement sous-estimé la mémoire vive de ma tante Clara. Et elle a entièrement oublié que ma cousine incroyablement intelligente, Chloé, l'analyste senior en cybersécurité qui avait expertement exposé son email falsifié quelques semaines auparavant, était assise tranquillement sur une chaise de jardin à moins de 3 mètres de là. Son smartphone déjà à la main. Je pensais savoir exactement jusqu'où mes parents pouvaient descendre, mais j'étais sur le point de découvrir qu'il n'y a absolument aucun fond à leur cruauté. Tante Clara, qui avait passé des décennies à observer tranquillement les manipulations subtiles de ma mère, a finalement atteint son point de rupture. Elle a lentement croisé les bras sur sa poitrine, a posé son verre sur la table du patio et a regardé ma mère avec un dégoût absolu et non masqué. Eleanor, a dit sèchement Clara, sa voix coupant facilement le bruit ambiant de la fête en plein air et le grésillement du grill. Arrête de mentir tout de suite. Chloé a déjà prouvé à toute la famille que tu as complètement falsifié cet email ridicule. Nous avons tous clairement vu l'horodatage numérique. Nous savons exactement ce que tu as fait. Nous savons que tu mens effrontément. Alors dis-nous la vérité absolue pour une fois dans ta vie. Pourquoi n'es-tu pas allé au mariage de ton propre fils aîné? Ma mère a physiquement reculé comme si elle avait été giflée. Elle n'était absolument pas habituée à être défiée si publiquement et si directement par qui que ce soit dans la famille. Elle est devenue rouge vive de colère, le vin blanc se balançant dangereusement dans son verre alors que sa main tremblait de pure rage. Elle a complètement paniqué, acculée et humiliée. Son masque social soigneusement construit et élégant a complètement glissé de son visage. La vérité laide, venimeuse et sans phare est finalement sortie de sa bouche dans un moment de fureur pure, incontrôlée et aveuglante. Très bien, a hurlé ma mère, sa voix résonnant violemment dans le silence de mort soudain du grand patio. Tout le monde a arrêté de manger. Tout le monde s'est tourné pour regarder. Vous voulez vraiment la vérité? Oui, nous avons reçu sa stupide petite invitation bon marché. Nous l'avons reçue des semaines à l'avance. Mais c'était exactement le même week-end que Julian obtenait enfin un essayage privé et très exclusif avec ce célèbre créateur italien en ville pour son smoking importé sur mesure. Il nous a fallu 6 mois exténuants pour obtenir ce rendez-vous VIP. Le mariage de Julian va être largement présenté dans un magazine de mariage haut de gamme. C'est un événement de réseautage massif et crucial pour sa carrière en entreprise et son avenir. La petite fête de Liam dans le jardin botanique, c'était juste. Ce n'était rien.
C'était littéralement juste un groupe d'infirmiers et de kinésithérapeutes de bas niveau buvant de la bière bon marché et mangeant du poulet sec. Nous devions agressivement donner la priorité au fils qui fait réellement quelque chose d'important de sa vie. Le fils qui a réellement un vrai salaire. Tout le vaste jardin est devenu complètement et terrifiant silencieux. On pouvait littéralement entendre le vent d'été bruire dans les grands chênes. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Ma mère se tenait là, la poitrine haletante, respirant lourdement, réalisant lentement exactement ce qu'elle venait de confesser bruyamment devant 30 membres de la famille stupéfaits. Elle venait d'admettre publiquement avec une fierté arrogante absolue et un venin incroyable qu'elle et mon père avaient activement et consciemment choisi de faire du shopping pour un costume de luxe plutôt que d'assister au mariage de leur fils aîné. Simplement parce qu'ils considéraient ma noble carrière et toute mon existence comme complètement sans valeur par rapport au statut matérialiste superficiel de Julien. Et la meilleure partie, la plus poétique de tout ce désastre, ma cousine Chloé a capturé chaque seconde angoissante et hurlante de cette tirade haineuse et déséquilibrée en vidéo 4K net et haute définition. Exactement 10 minutes après l'explosion, mon téléphone a sonné sur le comptoir de la cuisine. Chloé m'avait envoyé le gros fichier vidéo directement avec un seul message texte puissant. Justice. Sarah et moi nous sommes assis côte à côte sur notre canapé du salon et avons regardé la vidéo en silence, stupéfaits. Nous avons regardé le visage de ma mère se tordre de dégoût authentique et indubitable lorsqu'elle parlait de mon beau mariage. Nous avons entendu le venin pur dans sa voix lorsqu'elle a bruyamment qualifié toute ma vie de « rien ». Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti une seule once de tristesse ou de chagrin. Je me suis senti incroyablement, puissamment et massivement justifié. C'était la preuve concrète absolue et indéniable de tout ce que j'avais crié dans le vide solitaire toute ma vie. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas trop sensible. C'était vraiment des monstres. Mais Chloé ne s'est pas contentée de m'envoyer la vidéo en toute sécurité. Elle a été absolument impitoyable. Elle a déposé le lourd fichier vidéo directement dans la conversation de groupe massive de la famille pour que chaque tante, oncle et cousin le voient. Les retombées immédiates ont été complètement nucléaires. Elles ont été rapides, impitoyables et absolument dévastatrices pour le statut social de mes parents. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et j'ai vu que c'était l'oncle Robert. Or, l'oncle Robert est un homme d'affaires de la vieille école, dur comme fer et très prospère. Il a bâti sa richesse massive à partir de rien, et il valorise farouchement la loyauté familiale, le travail acharné et l'intégrité par-dessus tout. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu au téléphone. Allô, oncle Robert. Liam. Sa voix profonde et rauque est sortie lourdement du haut-parleur du téléphone. Il semblait incroyablement vieux, profondément fatigué et profondément navré. J'ai vu la vidéo. J'ai vu exactement ce que ta mère a dit, et j'ai vu le faux email que Chloé a exposé la semaine dernière. Il a fait une longue pause et, à mon grand étonnement, j'ai clairement entendu ce patriarche massif, intimidant et riche retenir un lourd sanglot. Je suis désolé, mon fils. Je suis si incroyablement et profondément désolé pour toi et Sarah. Nous savions tous que tes parents favorisaient lourdement Julien. Nous l'avons vu clairement quand vous étiez petits, mais nous avons détourné le regard parce que nous ne voulions pas de drame familial. Nous les avons laissés te traiter comme de la saleté et nous avons pleinement encouragé leur comportement horrible en restant silencieux pour maintenir la paix. Voir ces chaises vides à ton mariage sur les photos et maintenant entendre la raison matérialiste écœurante pour laquelle ils n'étaient pas là, j'ai complètement honte de toute cette famille. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi, oncle Robert, ai-je dit doucement, la gorge se serrant d'une émotion complètement inattendue. Si, je le dois absolument, a-t-il répondu fermement, sa voix retrouvant sa force autoritaire habituelle. Et je vais enfin réparer ça. Je viens de passer 2 heures au téléphone avec mon avocat d'entreprise. Je restructure complètement et légalement toute la fiducie immobilière familiale aujourd'hui. Tes parents sont entièrement et définitivement retirés du conseil d'administration, et je modifie officiellement mon testament. Ils ne verront pas un seul centime de mon héritage. Pas un sou. S'ils pensent sincèrement que des costumes importés tapent à accent grave-l'œil et des abonnements coûteux à des country clubs sont plus importants que leur propre chair et leur propre sang, ils peuvent payer pour ça eux-mêmes pour le reste de leur vie. De plus, j'ai officiellement appelé Julien et je l'ai informé que je n'assisterai absolument pas à son mariage en aucune circonstance. Je lui ai explicitement dit que tout membre de la famille qui assistera à ce spectacle superficiel et dégoûtant de vanité sera entièrement et définitivement coupé de mes entreprises et de ma succession.
Il voulait désespérément un mariage de la haute société sans toit. Qu'il l'est complètement seul. Le pouvoir absolu et la finalité de la décision légale et financière de l'oncle Robert se sont propagés à travers toute la famille élargie comme un tremblement de terre massif et indéniable. Il était la pierre angulaire financière absolue de la famille. Son boycott vocal explicite, soutenu par la menace terrifiante de perdre l'héritage familial, a été le coup de grâce ultime et inéluctable pour la journée parfaite et coûteuse de Julien. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à ce point. Non seulement cela aide plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. La destruction totale et sans mitigation du mariage massif de Julien a été un chef-d'œuvre absolu de pure justice karmique. Alors que la date extrêmement coûteuse approchait rapidement, les annulations formelles de RSVP ont inondé la boîte aux lettres de mes parents comme une peste biblique. Ce n'étaient pas seulement mes tantes et oncles incroyablement solidaires qui se sont brusquement retirés. Une fois que l'oncle Robert a fait connaître sa position financière absolue et intransigeante, même les cousins éloignés. Les amis de la famille occasionnelle et les associés ambitieux ont rapidement décidé qu'ils ne voulaient absolument pas être pris du mauvais côté du riche patriarche de la famille. Julien avait fièrement et arrogamment réservé la plus grande et la plus exclusive salle de bal d'hôtel de toute la ville. Le lieu de luxe exigeait strictement un nombre minimum d'invités de 300 personnes juste pour justifier les minimums de traiteurs insensés et le célèbre chef qu'ils avaient fait venir spécifiquement pour l'événement. Une semaine avant le mariage, leur liste d'invités confirmés avait chuté de façon drastique à moins de 40 personnes. C'était un désastre financier absolu et complet. Mes parents ont complètement paniqué. Ils étaient légalement responsables de plus de 100 000 $ d'acompte non remboursables pour le lieu et de contrats avec les fournisseurs. Ils ont essayé désespérément d'inviter frénétiquement des voisins au hasard, des collègues occasionnels et des connaissances de passage juste pour remplir désespérément l'immense salle résonnante afin qu'elle n'ait pas l'air complètement pathétique et embarrassante sur les photos de magazines. Coûteuse qu'ils avaient prévu. Mais le coup le plus dur, le plus dévastateur, est venu directement de la propre fiancée de Julien, Mia. Mia était une arriviste calculatrice qui ne se souciait exclusivement que des apparences publiques impeccables, du statut de la haute société et de la richesse héritée massive. Lorsqu'elle a lentement réalisé que la famille riche et influente de Julien boycottait activement et agressivement le mariage, et bien plus important encore. Lorsqu'elle a découvert par les ragots du country club que Julien et ses parents avaient été entièrement et légalement exclus de l'héritage immobilier massif de l'oncle Robert, son comportement a changé instantanément. Elle a froidement réalisé qu'elle ne se mariait plus dans une dynastie financière puissante et profondément respectée. Elle se mariait dans une famille publiquement déshonorée, profondément toxique et fragmentée qui perdait rapidement son soutien financier et son influence sociale. Exactement 3 jours avant que le grand mariage ne soit censé avoir lieu, l'avocat cher et impitoyable de Mia a envoyé à Julien un accord légal post-nuptial très agressif et fortement modifié. Il exigeait essentiellement un contrôle complet et absolu sur leurs finances combinées et incluait des clauses terrifiantes et incroyablement restrictives concernant les futures procédures de divorce potentiel et des arrangements de garde exclusive absolue pour tout futur enfant. Favorisant fortement Mia dans chaque scénario. Elle planifiait déjà froidement sa stratégie de sortie lucrative avant même d'avoir marché jusqu'à l'hôtel. Lorsque Julien, profondément offensé et complètement choqué, a arrogamment refusé de signer le document légal prédateur, Mia a menacé d'annuler immédiatement tout le mariage coûteux et de blâmer publiquement le drame toxique et embarrassant de sa famille pour la séparation très médiatisée. Julien était complètement, totalement piégé. L'enfant chéri impeccable, le garçon qui n'avait jamais fait face à une seule conséquence solitaire de toute sa vie choyée et protégée, était finalement violemment écrasé sous le poids immense et suffocant des actions arrogantes et terribles de sa propre famille. Le jour du mariage de Julien est finalement arrivé. Je n'y ai absolument pas assisté, bien sûr. J'étais occupé à travailler une garde double de 12 heures, très exigeante et épuisante, dans l'unité de traumatologie des urgences, à sauver des vies humaines et à faire exactement le travail que mon père arrogant prétendait être complètement sans valeur. Mais j'ai entendu les détails extrêmement pathétiques et satisfaisants le lendemain par mon cousin plus âgé, Marc, qui, ironiquement, a fini par être l'une des seules personnes assez désespérées pour se présenter, espérant un repas coûteux et gratuit et un bar ouvert. Selon le récit détaillé de Marc, la grande salle de bal luxueuse ressemblait à une ville fantôme absolument terrifiante.
Les immenses lustres en cristal scintillant éclairaient des dizaines de tables complètement vides et entièrement dressées. Les arrangements floraux importés coûteux semblaient incroyablement tristes et complètement ridicules, entourant d'immenses espaces vides et résonnants sur la piste de danse. Le célèbre chef aurait été furieux de cuisiner des repas élaborés et coûteux pour une salle presque vide et déprimante. Ma mère aurait passé toute la soirée misérable à pleurer bruyamment dans les toilettes de luxe en marbre, totalement humiliée que ses amis de la haute société soient personnellement témoins de cet échec social et financier massif et indéniable. Mon père a bu abondamment au bar ouvert, fixant le mur de l'hôtel, réalisant enfin que ses choix arrogants et cruels lui avaient littéralement coûté sa réputation, toute sa famille élargie et son futur héritage de retraite confortable. Et Julien, l'enfant chéri parfait, impeccable et intouchable, a passé sa nuit de noces incroyablement coûteuse et très attendue à crier sur sa nouvelle épouse au milieu du hall de l'hôtel parce qu'elle refusait froidement de prendre des photos professionnelles avec ses parents publiquement. Déshonoré. Leur mariage a commencé exactement comme il avait été construit, sur une fondation très instable de mensonges superficiels, d'arrogance intense et de ressentiments amers et bouillonnants. Ils étaient complètement, totalement, indéniablement misérables. Quant à moi, l'implosion massive et spectaculaire de ma famille biologique ne m'a pas détruit le moins du monde. En fait, les couper complètement et définitivement de ma vie a été la meilleure décision, la plus incroyablement saine que j'ai jamais prise de toute mon existence. Une fois que j'ai finalement cessé de gaspiller ma précieuse et limitée énergie émotionnelle à essayer désespérément de gagner l'amour de base de personnes qui étaient entièrement incapables de le donner, ma vie a commencé à s'épanouir de manières incroyables, indéniables et magnifiques. 6 mois après la chute massive de la famille et le mariage désastreux, mon dévouement extrême, mes longues heures et mon travail acharné à l'hôpital ont finalement payé de manière massive et changeant la vie. J'ai été officiellement promu infirmier en chef de tout le service des urgences. C'était une promotion massive et très respectée qui s'accompagnait d'une responsabilité quotidienne incroyable, d'un respect profond et sincère des chirurgiens traumatologues d'élite avec lesquels je travaillais étroitement, et d'une augmentation massive et bouleversante de mon salaire annuel. J'ai vite réalisé que je n'avais pas besoin d'un titre d'entreprise fantaisiste et fabriqué, d'une voiture de luxe importée ou d'un costume sur mesure pour prouver avec succès ma valeur au monde. Je prouvais ma valeur profonde chaque jour en ramenant activement des personnes terrifiées du bord absolu de la mort. Mais la joie la plus grande, la plus profonde de toute ma vie est arrivée le mois dernier. Sarah, ma belle et brillante épouse, a donné naissance à notre fils incroyablement beau et parfaitement en bonne santé. Quand j'ai tenu mon petit-fils endormi dans mes bras pour la toute première fois dans cette chambre d'hôpital calme et faiblement éclairée, en regardant ses doigts incroyablement petits et son visage paisible et parfait, je lui ai fait un vœu silencieux, incassable et sacré. Je lui ai promis, les larmes coulant sur mon visage, qu'il n'aurait jamais à rivaliser agressivement pour mon amour et mon attention. Je lui ai promis qu'il ne se sentirait jamais comme une option secondaire et sans importance dans sa propre maison chaleureuse. Je lui ai promis qu'il devienne un PDG d'entreprise très bien payé, un artiste en difficulté, un professeur d'école publique ou un infirmier aux urgences comme moi, je serais absolument, indéniablement et farouchement fier de lui chaque jour de sa vie. Mes parents ont tenté frénétiquement de me contacter à quelques reprises depuis leur chute sociale et financière massive. Ils ont envoyé une carte de vœux générique et bon marché à notre maison quand ils ont appris par les ragots de la famille que Sarah était enceinte. Ils ont laissé quelques messages vocaux larmoyants, très manipulateurs et pathétiques sur mon téléphone, parlant de la façon dont la vie est bien trop courte pour garder des rancunes amères et comment la famille de sang doit rester unie dans les moments difficiles. Je n'ai jamais ouvert l'enveloppe. J'ai jeté la carte directement à la poubelle. Je n'ai jamais retourné un seul de leurs appels désespérés. J'ai simplement supprimé les messages vocaux dramatiques sans une seconde de réflexion et je suis retourné joyeusement préparer un dîner chaud avec ma femme extraordinaire. Ils n'ont absolument pas le droit de revenir comme par magie dans ma vie paisible maintenant que leur façade de richesse parfaite s'est complètement effondrée en cendres. Ils n'ont pas le droit de jouer avec empressement le rôle de grands-parents aimants pour mon beau-fils alors qu'ils n'ont même pas pris la peine de s'asseoir sur une chaise réservée à mon mariage. J'ai établi avec succès une frontière émotionnelle et physique permanente et impénétrable. Ma vraie famille, c'est Sarah, notre merveilleux nouveau-né, ses parents incroyablement solidaires et aimants, et les vrais amis et parents qui se sont réellement présentés et m'ont soutenu quand cela comptait le plus. Parfois, la meilleure vengeance, la plus incroyablement efficace, n'est pas de crier, de comploter ou de se disputer jusqu'à en perdre haleine. Parfois, la chose la plus dévastatrice et la plus puissante que vous puissiez faire à des personnes toxiques et manipulatrices est de leur retirer complètement l'accès à votre belle vie.
Asseyez-vous en silence et laissez leur propre comportement horrible et égoïste les détruire complètement de l'intérieur. J'ai survécu aux parties les plus sombres et les plus douloureuses de mon enfance. J'ai survécu au chagrin profond et angoissant du jour de mon mariage, et j'en suis sorti complètement, entièrement intact. Je suis un infirmier très performant, un mari profondément aimé et respecté, et un père incroyablement fier, et j'ai construit absolument tout cela sans eux. Merci beaucoup d'avoir écouté tout mon parcours aujourd'hui. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille toxique? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure et douloureuse dans le sable pour protéger votre propre santé mentale et votre avenir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.